Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Ne pleure pas parce que c'est fini, mais souris parce que c'est arrivé. Dr Seuss. Merci d'être avec nous dans ce Loft Music sur Sud Radio dans ce dimanche après-midi où on parle musique, où on écoute de la musique, où on en redécouvre, où on découvre des gens, où on redécouvre d'autres. Enfin, on se rencontre. Les gens autour de cette table souvent arrivent et ne se connaissent pas. C'est le cas certainement peut-être de certains de nos invités. On est heureux de le recevoir à nouveau. Il est toujours le bienvenu. Il amène du soleil à Sud Radio, bien qu'il y en ait déjà beaucoup, mais il en emmène encore un petit peu plus. Il s'appelle Chico. Bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. On parle avec Chico de l'album Chico les Gypsies, les chants sacrés de Noël, et puis aussi accessoirement de Sous les étoiles gitanes, Ma vie avec les Gypsies chez Robert Laffont, qui est paru il y a quelques mois, où pour la première fois Chico raconte en détail son parcours extraordinaire. Merci d'être avec nous, Chico. Merci. Merci beaucoup. Également avec nous, c'est la découverte de ce dimanche, Marielle Sade. C'est une nouvelle génération qui a pas reçu d'éducation. Nous parlons de son album Ping Pong qui est sorti le 8 mars dernier. Bonjour Marielle, merci d'être avec nous. Bonjour Yvan. On va en parler. Et puis quelqu'un qui est passionné par le rock, par la musique en général, et puis accessoirement par une icône du glam rock, David Bowie. Il s'appelle, notre invité, il s'appelle Philippe Margottin. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous. C'est une vie de passion qui est la vôtre, hein. Une vie comme tous nos invités d'ailleurs. Mais une passion pour David Bowie en particulier. Approchez-vous bien du micro, Philippe. Ah oui, une passion, bien. Allez-y. Il n'est pas méchant le micro. J'ai deux ou trois artistes à mettre dans mon panthéon. Il y a les Stones, Dylan et Bowie. C'est ça, un artiste hors norme, 50 ans de carrière, 140 millions d'albums vendus dans le monde entier. Voilà. Ça fait rêver, hein, ça fait rêver. Mais ça fait pas rêver Chico, parce qu'il en a vendu combien avec les Gypsy Kings, Chico? Un peu plus de 25 millions. 25 millions, c'est quand même pas mal. Hein, quand on compare à Bowie, c'est quand même extrêmement noble. Absolument, oui. Cette histoire, Chico, qui était absolument incroyable, que j'ai retrouver dans cet ouvrage chez Robert Laffont, Chico sous les étoiles gitanes, Ma vie avec les Gypsies, qui est une vie absolument romanesque qui est la tienne. On va écouter les Gypsies, plutôt Julien, du coup, on va passer sur Chico, qui était extraordinaire, parce que tu n'es pas gitan, au départ tu n'es pas musicien, et puis tu croises la route de cette famille des Reyes, dans le monde de gitan on le connaît, le monde de la musique, les Bayardo, tout ça, et tu te retrouves au milieu de cette aventure sur un parcours qui t'emmène à devenir ambassadeur pour l'UNICEF, messager de la paix, rencontrer Yasser Arafat, devenir ami de Charles Aznavour, Brigitte Bardot. Enfin, c'est un truc complètement dingue, quoi. Quel regard tu portes sur ce parcours extraordinaire aujourd'hui, où tu as acquis une certaine sagesse liée à ton âge extrêmement respectable? Mais tu sais qu'il y a longtemps que je suis sage. T'es tout jeune, mon Chico. C'est ça. Non, mais en fait, si je devais un peu résumer, c'est que moi, je suis d'abord une mosaïque de culture. Je suis de père marocain, de mère algérienne. Je suis né en Arles. J'ai grandi avec les gitans. J'ai épousé une gitane avec qui j'ai eu des enfants et des petits-enfants aujourd'hui. Et ce qui fait que d'entrée, on m'a dit, mais tu sais que quand même, tu es mal barré et je crois que ça risque d'être un handicap pour toi. Et en fait, pas du tout. Ça m'a porté bonheur jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Tu crois au destin des choses, en fait? Parce que ta vie, elle est quand même émaillée de ça, du décès tragique de ton frère, assassiné par erreur par le Mossad en 73, jusqu'à ces rencontres extraordinaires que tu fais. Tu les expliques comment? Tu penses qu'il y a une bonne étoile au-dessus de toi? Non, mais je pense que j'ai une vie exceptionnelle et un destin particulier. Tu imagines que moi qui est fils d'immigrés, je me retrouve aujourd'hui à avoir un peu l'image de symboliser cette musique gypsy qui traverse le temps, le monde. C'est magnifique. Oui, c'est ça. Mais tu as eu du flair à un moment donné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es devenu musicien, devenu artiste, mais au départ, tu as été le mec inspiré de réunir ses familles et de créer les Gypsy Kings, donc il y a un côté très business au départ chez toi, en fait. Pas du tout. Non, mais on a mené notre vie sans calcul, ça n'existe pas de mener une... Oui, mais t'as senti un truc, qui t'est dit ça va marcher. Non, j'ai senti que j'étais heureux.
que c'était du bonheur que de vivre avec mes copains, avec Nicolas Reyes. On a démarré, il avait 12 ans, j'avais 15 ans, et on ne fait pas de calcul. Quand on va à Saint-Tropez, qu'on joue dans les restaurants, qu'on fait la manche, on ne pense jamais qu'un jour on va les jouer dans le monde entier. Tu l'expliques quand même, Chico, à un moment donné dans ce bouquin. Tu dis, je me rappelle de ce moment où j'entre dans un resto, on joue avec Nicolas, il joue, et tu remarques que les gens sont super ébahis et arrêtés par la façon de jouer de Nicolas, et tu te dis, on va en faire quelque chose de ça. Tu le dis ça. Oui, tu dis, on va en faire quelque chose. Mais exactement, parce que je le vis. Mais en même temps, c'est parce que justement, je vois cette réaction des gens, et quand je vois cette réaction dès le départ, ça me donne une foi dans la musique et dans ce qu'on fait, incroyable. Et d'ailleurs, cette fois, elle m'a jamais quitté. Hein. C'est pour ça que ça a fonctionné un jour. Mais c'est ça exactement, parce que tu es opiniâtre, voilà, tu as jamais lâché, tu as cru. Mais évidemment, moi je suis quelqu'un de foi, et puis j'ai tout le temps cru dans la reconnaissance du public, dans le succès, mais j'étais vraiment surpris par l'ampleur du succès, ça, c'est une évidence. T'as été dépassé, évidemment. T'as été dépassé par ça. Et puis t'as été aussi déçu, des fois. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je le raconte dans ce livre. Tu parles, par exemple, le premier impresario, le premier producteur, Martinez, tu le dis, c'est un coquin. Ben, c'est un gros coquin. C'est pour ça que... Un gros coquin, en plus. C'est pour ça que les Gypsy Kings, nous, je le raconte dans le livre, qu'on s'est séparés. C'est parce qu'un jour, j'ai osé demander des comptes à notre producteur. Et pour le compte du groupe. Donc c'est incroyable. Il t'a un peu roulé dans la farine, parce que le mec, tu le racontes, il écoute Bamboléo au départ, il sait immédiatement que c'est un tube monstrueux, et il te dit, ouais, bof, file-moi comme ça, quoi. Il te le prend, en fait. Ouais. Non, mais c'est bien expliqué, je te jure. C'est carrément un film, le truc. Oui, tu peux faire moi, quand je vois avec le recul et que je racontais un peu cette histoire pour la mettre sur papier, mais c'est incroyable, quoi. Et c'est pas qu'un peu qui nous a roulé dans la farine, c'est énorme. Oui. Mais en même temps, c'est ce qui a fait toute notre histoire. Et un mal pour un bien. Voilà, un mal pour un bien, parce que quelque part, bon, si on prend le bon côté des choses, j'ai tout le temps dit, moi, qu'il y avait une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Celle qui s'est ouverte après notre séparation, c'est que j'ai créé Chico et les Gypsy. J'étais ambassadeur pour la paix à l'UNESCO pendant 25 ans. Je me suis retrouvé avec Shimon Peres à Arafat pour le premier anniversaire du traité de paix à Oslo. Donc j'ai fait des rencontres que même pas en rêve, j'aurais pu imaginer. C'est dingue. Philippe, Margotin, on va parler de David Bowie, mais le parcours de Chico, il est quand même extraordinaire. Il est totalement fascinant, en fait. Tout à fait. Il a été émaillé, celui de Bowie aussi, de déception, j'imagine, de gros... comment dirais-je, clash peut-être, de choses un peu violentes et décevantes. Il a eu une vie assez dramatique, malgré le succès. Il a eu une enfance, on va dire, très compliquée. L'histoire de son demi-frère, bon, je ne sais pas si je peux en parler un peu. Rapidement, très rapidement. Rapidement, donc c'était quelqu'un de schizophrène qui a fini par se suicider en se jetant sous un train. Donc tout cela, évidemment, a été... Il y a un côté résilient quand même. Par exemple, en 73, quand tu perds ton frère Ahmed, Chico, il y a quelque chose peut-être qui est fondateur aussi là, dans la douleur extrême de la perte d'un frère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fondateur de ton parcours après, peut-être ? Complètement. Moi, ça m'a habité, ça m'a été... C'est vraiment un exemple de résilience et de pardon, de bienveillance. Et c'est tout ce que j'ai amené, un petit peu partout dans le monde après la nomination de l'UNESCO. C'est cette conviction de paix, de tolérance que j'ai été promouvoir un petit peu de partout. Oui, parce que je me suis retrouvé à Oslo à serrer la main à Shimon Peres et Arafat, qui étaient quand même, de par leur représentation, ce pourquoi mon frère a été mort. Il a été assassiné, on le redit, par erreur, par le Mossad. Ça a été quand même une erreur qui est devenue un fait d'État. C'est monté dans les plus hautes sphères de l'État. Et ça, il fallait donc pardonner, pouvoir... Est-ce que tu as pardonné ? Mais bien sûr que j'ai pardonné, parce que comment on peut faire autrement que ça pour se construire, se reconstruire ? Sinon, vous imaginez, c'est compliqué, quoi. Et il y avait ce côté aussi, fuir un petit peu la maison, tu le dis dans le bouquin, où l'ambiance était évidemment terrible. Donc ça t'a fait aussi partir de la maison peut-être un peu plus tôt ? Oui, et en même temps, tu vois, dans le film, j'ai interrogé mes frères et sœurs, et au bout de 50 ans, je leur ai demandé de me raconter leur ressenti quand on a eu cette tragédie dans la famille. Et on n'a jamais en parlé parce qu'on a un côté très pudique dans la famille. Et pour la première fois, ils m'ont raconté des choses, mais incroyables. Ah ouais. Incroyable. Et c'est dans ce bouquin, en fait. Chico sous les étoiles gitanes. On va parler aussi de cet album
sur Noël, les meilleurs chants de Noël que tu proposes en tournée dans les cathédrales et les églises. Quand même, juste avant de faire une petite pause, replongeons-nous dans quelques titres évidemment emblématiques des Gypsy Kings. Évidemment celui-ci. Mais également ceci. Ça a été le feu absolu, voilà, c'était ça a mis à feu le feu à la France entière, quoi. La planète. Et la planète. Évidemment, parce que tournée mondiale, quoi. Ouais. Truc qui a dépassé tout entendement. Bien sûr. Il y a aussi l'album hommage, par exemple, à Nougaro, ça c'est, tu vois, à Charles Aznavour en 2011. Ou encore dans les extraits en 2016, Joe le Taxi. On a l'impression que toutes les chansons françaises peuvent marcher dans la rumba flamenca, enfin dans cette espèce de compas, etc. C'est le cas? On peut tout reprendre en fait? On peut reprendre beaucoup de choses parce qu'on a une facilité d'adaptation incroyable et puis en même temps c'est des coups de cœur qu'on fait. Ouais, là, comme ça, par exemple, cette chanson, c'était pour nous les années 80. Il fallait rendre un hommage à ces années qui nous ont porté bonheur. Et oui, absolument. Et puis, il y a Chico et les Gypsies, les chants sacrés de Noël, dont on va parler, écouter quelques extraits tout à l'heure, mon Chico. Ouais. Merci d'être avec nous, avec Marie-Elsa dans Coup de projecteur tout à l'heure, dans cette émission, et Philippe Margottin. À propos de David Bowie, l'artiste, les albums, la musique, on revient tout de suite après ça, ne bougez pas. Merci, Julien. Dans la nuit, vers l'Amazon. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Il y a ça aussi. Ah ouais, vous avez même reçu... ça, je savais pas, tu vois, Chico et les Gypsies. Ah ouais, la petite culotte. Il est magnifique, ce titre. C'est très festif, c'est tout ce qu'on aime. Et c'est dans les harmonies, en fait, très gitanes. C'est ça. Ça descend la mineure, sol, fa, mi majeur et on repart. Ah, mais c'est magnifique. Et la chaudière redémarre. On est avec toi, Chico et les Gypsies. Les chants sacrés de Noël, on va en parler, on va écouter quelques extraits. Et puis Marie-Elsa, dans Découverte du Loft, et Philippe Margottin, il a également, pour son livre, David Bowie, l'artiste des albums, la musique. Quelle idée de faire ce fameux... Vous aviez jamais fait un album consacré au chant de Noël? Ça peut paraître presque étonnant, Chico. Non, c'est la première fois, justement, cette année, comme on fait une tournée dans les églises et cathédrales. Et oui, j'ai vu ça. On s'est dit que c'était... D'ailleurs, tu pars à Lyon tout de suite, là. Tu es à Lyon ce soir. Oui, exactement. Oui. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était important d'avoir un support. Et puis, on adore ces chansons, les chants de Noël, et puis surtout les chants sacrés. J'adore, t'imagines? Oui, c'est ça. À notre manière, à nous, ça prend une dimension incroyable. Quelle symbolique ont les fêtes de Noël dans la tradition gitane? Il y a quand même, c'est sacré, quoi. C'est fédérateur, c'est la famille, c'est le partage, c'est l'amour, c'est tout ce qu'on chante, c'est tout ce qu'on aime vivre. Oui, absolument. Il y a dans cet album ceci. Alléluia, Alléluia. Ce titre... reprise de Leonard Cohen assez inattendue dans cette esthétique, mais qui marche bien en plus, surtout dans des églises. Là, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Non, mais il y a un côté sacré, mais incroyable. Et moi, j'adore les églises. Toute ma vie, j'ai adoré les églises. Dans le monde entier, je vais dans des églises et j'allume des cierges. Tu es très croyant, donc très pratiquant. Je suis pas chrétien, mais justement, il y a un côté œcuménique là-dedans qui fait que j'ai le respect des religions des autres et le partage. Je suis dans l'amour, moi, de toute façon. Oui, absolument. Dans cette période terrible, tu vis ça comment, toi? Ça fait écho, d'ailleurs, à ce qui s'est passé pour ton frère, j'imagine, ce qu'on voit dans ce conflit du Proche-Orient. Ça veut dire que c'est une façon de raviver un peu tout ça chez toi? Quel regard tu portes sur ça? Raviver, moi, j'ai toujours en moi ce qu'on a vécu. Mais justement, dans ce monde de brut, c'est bien d'amener un peu de soleil, un peu de lumière et puis l'espoir de paix. Moi, je suis pour la paix. Tu y crois, cette paix Bien sûr que j'y crois. Mais il faut rester optimiste, sinon on est cuit. Il y a également ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne... Et c'est mon fils Mario qui chante. Ah, c'est ton fils qui chante. J'allais te demander quelle est cette jolie voix. Mario, il a 20 ans, il est magnifique, il est avec moi sur scène maintenant. C'est incroyable. Il y a une forme de transmission comme ça, parce que imprégné par ses voix, il a lui-même une voix magnifique. Ah non, mais c'est un phénomène à devenir. Oh là là, incroyable.
La musique, là, elle a été écrite par vous, là. Mais en fait, non, les musiques, c'est nous qui avons fait, mais notre père, c'est la prière que... Non, mais ça, bien sûr. Ça va être magnifique. Mais la musique, c'est vous que là, est faite. Ouais, c'est magnifique. Il y a également ceci. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Vive le vent. Ou encore ceci. Solo hay algo que deseo para esta Navidad. No me importa lo Ça, c'est lequel? C'est quel titre, ça? Ça, c'est Maria Carey. Ah, c'est Maria Carey. Ouais. Ça me bien le reconnaître. Ou encore ceci. Blind Test. Alors, on ne connaît pas encore. C'est quoi, celui-là? Attends. Feliz Navidad. Ah, mais oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Qu'on va écouter en entier, tiens, d'ailleurs. On va l'écouter en entier, Julien. Feliz Navidad. C'est extrait, donc, de cet hommage au chant sacré de Noël par Chico et les Gypsies. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Te deseamos feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Te lo deseamos para ti. Feliz Navidad. 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 Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Chico et les Gypsies, extrait des chants sacrés de Noël à l'instant, Feliz Navidad, dans le Loft Music sur Sud Radio. Toujours à la mode cette rumba flamenca. C'est incroyable. Ça n'a pas bougé en fait. Non, c'est pas un cadeau de Noël ça. Oui, c'est vrai. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique. Il y a tout le temps autant d'entrain autour de cette musique, ça n'a pas changé. Incroyable. Et là, je vais partir dans quelques temps au Japon. En fait, on ne s'arrête pas. C'est incroyable. Il y a le même engouement partout dans le monde entier. Ouais. Mais je sais pas, c'est intemporel, c'est la musique qui vient du cœur, qui s'arrête jamais, qui bat tous les jours. C'est ça. Et puis qui s'apprend, qui se transmet comme ça chez les gitans de façon orale, enfin presque dans le mimétisme, quoi. C'est presque dans les gènes en fait. Cette musique. Les petits naissent déjà entourés de musique, donc forcément ça laisse des traces. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis nous on a créé ce courant musical et puis aujourd'hui on est très fiers qu'il y ait plein de gitans et de non-gitans qui reprennent nos chansons
et qui joue et qui donne du bonheur, qui partage du bonheur comme on aime. Et la voix, elle est quand même aussi assez exceptionnelle dans tous ces chanteurs qu'on entend, qu'on connaît pas en fait, parce que voilà, ce sont des gitans qui quelquefois certainement arrêtent après et qui tout d'un coup ont un moment de gloire à travers les Gypsy, qui ont eu à travers les Gypsy Kings ou autres. Mais c'est des gens qui travaillent la voix ou qui jamais. Franchement, c'est un cadeau du bon Dieu qu'ils ont et voilà, c'est comme ça. Et c'est un peu comme les bluesmen américains, tu as vu, des mecs qui sont pas connus, ils chantent, ils ont des voix, tu le crois pas quoi. C'est vraiment, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais, c'est ça. Et les projets, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De quoi a envie Chico, qui a quand même vécu déjà beaucoup de choses merveilleuses? C'est quoi le prochain rêve? Le prochain rêve, que ça continue. Regarde, dans 2 jours, on va jouer pour la journée internationale du droit de l'enfance à Nîmes, à la salle Paloma, organisée par le barreau de Nîmes. T'as bien calculé, c'est dans 2 jours, c'est le 19 novembre. Mais c'est ça. Le 17, bravo. Mais c'est ça. Et puis, il y a des concerts. Bon, regarde, dans les églises et les cathédrales, c'est magnifique. Il y en a un à Paris qui va être le 24 mai, Chico et les Gypsy avec un orchestre symphonique. Et voilà, et la vie continue. Puis il y a d'autres projets qui se mettent en place. Et merci Seigneur, et merci au public. Et merci à Sud Radio. J'allais te le dire, j'ai cru que tu allais oublier, tu m'as fait peur. Le 22, il y a Cholet, l'église du Sacré-Cœur. Le 23 novembre, Fontenay-le-Comte, l'église Notre-Dame. Le 11 décembre, Marseille et la basilique du Sacré-Cœur. Et le 20 décembre, l'Île-sur-la-Sorgue, pas très loin de chez toi. La collégiale Notre-Dame aux Anges. Et puis il y a le Patio aussi. Et le 19, on sera dans l'église de Sisteron, dans la cathédrale de Sisteron. Ah, ben tu vois. Et le Patio, le Patio alors... tous les mois, on fait un dîner-concert, et puis il y a 500 personnes qui arrivent, on ne fait pas de publicité. Alors le Patio, dis-nous aussi rapidement. C'est à Arles. Tu as reconstitué. Voilà, c'était le friche industriel, on en a fait un lieu de vie et de fête, qui va avoir 30 ans l'année prochaine. Et c'est magnifique. Et puis il faut voir le bonheur qui se dégage et l'énergie, belle énergie positive des gens qui viennent de partout, de toute la France, qui font 1000 bornes en voiture pour venir. Moi j'hallucine à chaque fois. Écoute, c'est magnifique, c'est que du bonheur, comme dirait l'autre, tout ça. Merci d'être avec nous, Chico. On se retrouve dans quelques secondes. On va parler avec Marielle Sade, qui est le coup de projecteur de ce dimanche après-midi sur Sud Radio. Également Philippe Margotin, pour parler de son ouvrage sur David Bowie. Ne bougez pas, nous revenons. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. Je ne sais pas si vous connaissez ce titre, c'est le titre identifiant, si je puis dire, pour Chico et les Gypsy. C'est vraiment celui qui a tout déclenché. Ah non, mais c'est un hymne à la fête. C'est un hymne à la fête. Ouais. Il a une signification, ce mot de bamboléo, ça veut dire quoi? C'est l'invitation, c'est lève-toi, viens, et puis le résultat, toute la planète s'est levée et c'est plus rassis. Et comment il sort d'où au départ ce titre-là? On l'a créé à Saint-Tropez. En fait, il y avait une partie qui était d'un auteur vénézuélien. Et puis on l'a complété. Puis c'était à Saint-Tropez, on faisait tellement de soirées quand on l'a chanté, tout le monde montait sur les tables et on s'est dit, mais c'est voilà le titre magique. Tu le racontes aussi, tu dis que vous essayez à chaque fois de vous rapprocher d'Eddie Barclay qui venait souvent, de vous faire remarquer. Mais il s'est intéressé à vous que quand vous avez commencé à être connu et à marcher, quoi. C'est ça. Avant, non, quoi. Mais ouais, parce qu'avant, on se disait, mais il y a bien un producteur qui va avoir une réaction un jour. Ça a duré pendant des années. Barclay, on allait chez lui faire les soirées blanches. On le voyait à la Voile Rouge, on le voyait partout. Puis alors, de temps en temps, il disait, mais c'est super ce que vous faites. Vous en avez d'autres? Je disais oui, mais il n'y avait pas de résultat. Et il se mouillait pas, en fait. Non, et en fait, c'est quand ça a commencé, Bamboléo, là, je l'ai vu, et ça n'a pas fait. Mais de toute façon, en fait, tu sais quoi? Il ne nous méritait pas. Oui, c'est ça. Tu as raison, certainement. Oui, pendant des années, alors tous ses copains l'ont insulté, mais ils lui ont dit, mais tu te rends compte, pendant 10 ans, tu les avais dans la main. Et comment c'est possible? Eh bien, c'est comme ça. Mais en fait, à sa décharge, c'est parce que pendant des années, les gens nous ont vus à Saint-Tropez, dans des soirées, faire des animations, tout ça. Et on faisait partie du décor. Et les gens ne pensaient pas qu'on pouvait remplir des salles. Et faire un titre, être leader vous-même, être artiste leader. Alors qu'avec Enrico Macias, c'est ce qui s'était passé. Cette réaction de voir que le public à l'Olympia, pendant 3 semaines, se levait et en réclamait encore. Moi, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai pris le chemin que j'ai jamais lâché, mais avec des hauts et des bas. Et on est retourné à la plage. Mais le résultat, il a été au-delà de nos espérances. À Saint-Tropez, il y a une autre star très importante pour vous, c'est Brigitte Bardot. Ah, Brigitte Bardot, il y a un avant et un après Brigitte Bardot. Elle a tellement été magnifique avec nous. On a été joué pour son anniversaire la première fois en 78. Une amitié est née et de là, après, c'est elle qui venait pour mes anniversaires en Camargue. Et surtout à Saint-Tropez, elle venait dans les soirées privées et
elle se mettait une jupe, une perruque, on arrivait en chantant et jouant de la guitare, et elle dansait. Et les gens disaient, mais c'est incroyable, la danseuse ressemble à Brigitte Bardot. C'est dingue quand tu regardes ça. Et les gens, quand ils voyaient à ton anniversaire arriver Brigitte Bardot, les gens de ta famille autour devaient être complètement dingues, quoi. C'est pas possible. Ouais, mais bon, encore dans ma famille, je sais pas, ils étaient très cool, et puis elle venait tellement souvent que elle faisait partie de la famille, quoi. Ouais, mais au début, ça devait être quand même, voilà. T'imagines, Bardot, c'est une star, il y a 45 ans. Et puis surtout, c'est jusqu'à aujourd'hui, il y a cette fidélité et cette amitié qui dure. Tu as toujours des contacts avec elle, j'imagine. Elle m'a écrit une lettre pour le livre qu'on met dans l'argumentaire. Sous les étoiles gitanes. C'est magnifique. Ouais. Elle te dit quoi dans cette lettre? Qu'elle adore En fait, elle raconte justement ces anecdotes où elle venait danser avec nous dans les soirées où les gens étaient un peu coincés. Et puis une fois qu'ils s'apercevaient que c'était Brigitte Bardot, la soirée devenait... Elle était magique, ça devenait magique. Marielle Sade, c'est complètement fascinant d'écouter Chico et ce parcours. C'est quelque chose de voilà. Est-ce que c'est forcément de ça qu'on rêve quand on commence un parcours artistique, d'avoir voilà toutes ces rencontres, toutes ces magies, tout ça? Oui, bien sûr. On en a toujours des rencontres magiques. Oui, c'est vrai. C'est jalonné de ça. Et puis je pense qu'il y a un peu de chance. Et il y a beaucoup de témérité. Et puis j'entendais le parcours de Chico. En effet, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'opiniâtreté et de volonté pour arriver dans ce métier. Et il faut se battre un peu plus que les autres. C'est ça. Tu te bats, toi, Mohamed. Tu es notre coup de cœur d'aujourd'hui, notre découverte en tout cas, avec cet album Ping Pong. Parce que voilà, comme tu le dis, c'est un peu difficile à plus de 45 barreaux d'être reconnu dans ce parcours d'artistes féminines en plus. Complètement. C'est dur. Qu'est-ce qu'on fait pour se battre contre ça? Concrètement, ça veut dire quoi, se battre? Se battre, c'est le faire avec son cœur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, oui, on peut pas faire grand-chose d'autre, en fait. Avec son cœur, et toujours avec son cœur. Et tu te bats parce que... Et au bout d'un moment, les gens commencent, comme disait Chico, au bout d'un moment, tout à coup, il y a les gens qui commencent à se rendre compte que tu le fais avec ton cœur, et puis voilà. Ouais. Nous, on l'a constaté avec Enzo Ramos qui programme cette émission, parce que tu as été très opiniâtre pour venir dans le loft. J'étais sûre que sortir ça. Non, mais c'est vrai, on est ravis, parce que ça veut dire que le loft musique était un endroit important pour toi, dans lequel tu voulais venir. Bien sûr. Et le vraiment, parler vrai, ouais. Le parler vrai. On salue comment dirais-je, ce claim, en tout cas cette proposition de la radio, mais ça voulait dire que tu t'investissais vraiment dans ça et que tu lâches pas et que tu veux vraiment te faire entendre et voilà. Mais ce sont des métiers qui sont tellement compliqués, tous les métiers qu'on fait, que ça soit écrivain, que ça soit auteur-compositeur, que ça soit comédien, que ça soit réalisatrice. Ce sont des métiers qui sont tellement difficiles, il y a tellement de concurrence que si on le fait pas avec des mesures, je dirais. En fait, il faut un peu de démesure. C'est ça l'idée, c'est la démesure. Ça parle à la carrière de Bowie aussi, cette démesure. Oui, ça lui va tout à fait. Ça lui va tout à fait, cette démesure. Cette excentricité, Marielle, ou cette démesure? La poétique, l'excentricité, la démesure, le cœur. Ouais. Tu es diplômée, toi, de cinéma et de musique au départ, c'est ça? Et tu as un faible pour les années 80? Ah, complètement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles représentent, ces années 80 pour toi? La démesure. La démesure? Je sais pas. Le lâcher prise, la démesure. C'est ça? C'était mieux avant? Non, je suis pas dans cet esprit-là que c'était mieux avant. Je pense qu'il y a des choses fabuleuses aujourd'hui. D'accord. J'aime bien de temps à autre regarder sur ces années-là et en même temps ramasser aussi ce qu'il y a aujourd'hui. Enfin, c'est un peu on ramasse tout ce qu'il y a sur notre passage. Ouais. D'accord. On écoute des extraits justement de cet album dont tu vas nous parler plus en détail. Par exemple ceci. C'est Byzance. C'est Byzance. Si tu entends les faux pas de la pudeur, les bruits silencieux de l'ardeur. Il y a également dans cet album Ping Pong de Marielle Sade, Soleil Noir. Je ressens dans l'hôtel, la journée sera belle. Bleu sera noir comme la belle. Ou encore Chalala. La vie c'est comme du cinéma. On gagnera pas. Nos étoiles roses qui passent par là. La vie ça tourne autour de toi. Un tour du monde, etc. Nos années folles n'en finissent pas. Il y a évidemment un message, un engagement au-delà de ces chansons de cet album, dans leur sens, dans leur signification. Voilà, un engagement social.
un engagement aussi poétique, si je puis dire, voilà, et une volonté, comme tu le dis, de libérer, on le redisait tout à l'heure, la femme de son carcan très réducteur. C'est ça qui est dit dans cet album. Quel est le message, en fait, finalement, si j'en prends la globalité? Qu'il n'y a pas d'âge pour faire de l'art. Ouais, je dirais, il n'y a pas d'âge pour... je pense que si on a vraiment quelque chose à dire, il n'y a pas d'âge. Que ce soit un enfant, un adolescent. À tout âge, il y a des injonctions. À tout âge, je pense que sur les adolescents, il y a beaucoup d'injonctions aussi. Moi, je suis contre les injonctions en général. Tu n'as jamais lâché ce parcours qui est le tien, en fait. Moi, j'ai commencé assez jeune, et puis je l'ai repris il n'y a pas très longtemps, mais pour des raisons... Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, en fait? Pourquoi tu as arrêté? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais seule. Mon ex-mari a eu un très gros couac de santé. Et je me suis retrouvée toute seule avec mes 2 enfants et il fallait que je les éduque toute seule. Mais sinon, j'avais déjà été signée chez Vagram, etc. D'accord. Donc tu as repris en fait cette carrière qui s'était arrêtée, voilà, prématurément, et tu la reprends maintenant avec conviction. Avec conviction, c'est ça. Et bonheur. Ah oui, bien sûr. Et joie. Qu'est-ce qu'il raconte ce titre de Ping Pong? Ping Pong, c'était je trouvais que les jeunes étaient vachement brimés pendant le confinement et je trouvais qu'il n'y avait pas de quoi. C'était un peu, on s'en rend compte aujourd'hui. Si on parle vrai, c'est vrai que on s'est rendu compte que tout ce confinement, cette mascarade, ça servait à rien. Pas à grand chose. D'accord. C'était donc ça n'existait pas le Covid, c'est ça? Tu fais non. Le Covid, je pense qu'il a existé. Je pense que c'est c'est pas une maladie inventée de toutes pièces. Je pense que museler les enfants et les adolescents, c'était un peu dommage pour eux. Ça, c'est chacun son avis là-dessus. C'est très difficile d'en parler et d'échanger sur ça parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement là-dessus virulents. On écoute Ping Pong, Marielle Sade sur Radio dans le Loft. C'est vrai, l'enfer n'existe pas puisqu'il est bien ici, à l'endroit où tu vis. En vrai, au-delà des nuages, d'un bel enfer sans âge, sans toi c'est le paradis, et c'est pas mal aussi. Il est vrai que c'est pas mal de couper les balles d'un ping-pong amoureux qui fait qu'il est fait ce qu'on a fait à deux. Il est vrai que c'est pas mal de couper les balles d'un ping-pong amoureux qui fait qu'il est fait ce qu'on a fait à deux. C'est vrai, l'amour n'existe pas. Y'a que des gens qui s'aiment, la tendresse et la haine. En vrai, je ne parlais pas de toi, t'en parles assez comme ça. Sinon, tu parlais de quoi? Les cumulus nimbus sont des nuages en plus. Et la pluie, ça nettoie ce qu'on a au fond de soi. Il est vrai que c'est pas mal de couper les balles d'un ping-pong amoureux qui fait qu'il est fait ce qu'on a fait à deux. Il est vrai que c'est pas mal de couper les balles d'un ping-pong amoureux qui fait qu'il est fait ce qu'on a fait à deux. En vrai, au-delà de la conscience de nos 5 à 7 sens, je ne vois pas ce qu'il y a de mieux que cette lueur qu'il y a dans nos yeux. En vrai, je ne parlais pas de toi, t'en parles assez comme ça. Sinon, tu parlais de quoi? Les cumulus nimbus sont des nuages en plus. Et la pluie, ça nettoie ce qu'on a au fond de soi. Il est vrai que c'est pas mal de ne plus couper les balles d'un ping-pong amoureux qu'il est fait ce qu'on a fait à deux. Il est vrai que c'est pas mal de plus couper les balles d'un ping-pong amoureux qui fait qu'il est fait ce qu'on a fait à deux. C'est vrai, l'enfer n'existe pas puisqu'il est bien ici, à l'endroit où tu vis. En vrai, au-delà des nuages, d'un bel enfer sans âge, sans toi c'est le paradis, et c'est pas mal aussi. Il est vrai que c'est pas mal de ne couper les balles d'un ping-pong amoureux qui fait qu'il est fait ce qu'on a fait à deux. Il est vrai que c'est pas mal de ne plus couper les balles d'un ping-pong amoureux qui fait qu'il est fait ce qu'on a fait à deux. À deux.
Ping Pong, Marielle Sade était dans le Loft Music, elle est avec nous jusqu'à la fin de cette émission, également en compagnie de Philippe Margottin pour son ouvrage sur David Bowie, et Chico, le bouquin chez Robert Laffont, et les chants sacrés de Noël. On revient juste après ça. Parfois j'exagère, j'ai besoin de plaire. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Music qui reçoit non pas David Bowie mais Philippe Margottin, auteur chez Glénat de David Bowie, l'artiste, les albums, la musique. On va parler avec vous plus en détail, Philippe, tout de suite. Également Chico pour l'album des chants sacrés de Noël et le livre toujours en vente chez Robert Laffont. Et puis la tournée, ce soir il file Chico à la basilique Saint-Bonaventure à Lyon, et puis Cholet, Fontenay-le-Comte, etc. Le 19 novembre, dans 2 jours, ce sera la salle Paloma à Nîmes pour une soirée consacrée aux enfants. Et puis nous étions à l'instant avec Marielle Sade pour son album Ping Pong, et le titre éponyme qu'on a écouté sur un texte d'ailleurs de Boris Bergman, qu'on peut saluer, auteur pour Bachung, l'ami Boris, oui. Voilà, qui fait partie des gens avec qui tu as collaboré dans ta vie, voilà, de noms, des noms totalement respectables dans la chanson. Claude Lemel par exemple, oui. Jean-Pierre Bucolo, oui. Tous ces gens-là, oui. qui ont été importants. Bien sûr. Bien que tu fabriques toi-même tes chansons. Bien sûr, oui. En général, j'écris toujours les textes, je compose quasi toujours. Ouais. Il y a eu comme ça, quelquefois, comme on disait tout à l'heure, des rencontres importantes, et alors là, on s'en prive pas. C'est vrai que quand Boris m'a dit, écoute, j'aimerais bien écrire une chanson pour toi, apporte-moi une musique. Ouais, super. Et puis, je lui dis, ouais, j'aimerais bien que tu parles de ça. Tu me dis rien du tout, je te devine, on va écrire ce que j'ai envie d'écrire, et puis si ça te plaît pas, tu me le diras. Et puis, en fait, il m'a sorti ce texte et j'ai trouvé fabuleux. Est-ce que David Bowie fait partie de tes références, Marielle Sade? Ouah, c'est ce que je disais à Philippe tout à l'heure. Ouais. Ça me donne plein de frissons. Alors Bowie, je crois que c'est numéro 1 chez moi. C'est vraiment pas du tout démagogique ce que je dis là, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est numéro 1? Bah alors, je vais revenir là-dessus. C'est son chaos, c'est sa démesure, c'est ses recherches constantes... éternel, qui ne finit jamais à l'infini. C'est vraiment, sa poétique, c'est son côté incroyablement dans la marge en fait, qui a osé justement déranger, et puis qui a réussi avec son dérangement. Philippe, c'est génial. Merci. Philippe Margottin, qu'est-ce qui vous a fait que vous avez cette passion pour David Bowie? Comment vous le résumez à David Bowie, vous? C'est précisément cette faculté exceptionnelle de toujours se remettre en question musicalement. Vous l'appelez Caméléon, c'est presque un sous-titre c'est son du surnom, bouquin. Ça, oui, c'est un peu... Tout le monde l'appelle comme ça, mais c'est extraordinaire, parce que il est parti du blues rock, à peu près tous les groupes anglais du début des années 60. Oui. Et puis ensuite, il a créé des styles où, quand il les a pas créés, il les a portés à la perfection. Il s'est renouvelé, il a su se renouveler. Il a toujours cette faculté de se remettre en cause, d'être jamais satisfait de lui-même. Oui. Et ce qui a abouti à des albums tout à fait, exceptionnels. Oui. Alors, il y a aussi ce glam rock qui colle à sa peau, c'est un style musical finalement qu'il a inventé, qu'il a incarné. Il l'a pas vraiment inventé. Il y avait T-Rex. Voilà, c'est T-Rex. Ouais. Qu'est-ce que c'est le glam rock exactement? C'est du rock avec paillettes, plateforme boots. C'est ça. C'est un mélange de rock et puis d'esthétique. Ouais. Quand on écrit un bouquin sur David Bowie, sur une star comme lui, comme elle, en parlant de la star, il faut trouver un angle particulier. Quel est le vôtre en tout cas? Quelle était l'idée de ce bouquin? Mon but, comme il y avait évidemment beaucoup de livres sur lui, c'était le côté biographique est évidemment incontournable, mais c'était de plonger dans ses morceaux les plus emblématiques, en expliquant notamment aux lecteurs français qui ne maîtrisent pas toujours l'anglais quelle était sa démarche littéraire, parce que... Il y a une démarche littéraire, évidemment. Voilà, absolument. On met toujours en avant son côté musical, avant-garde, et il est aussi un auteur. C'est ça. Et vous détaillez les albums, enfin il y a des chapitres qui reviennent régulièrement sur les albums, qui sont détaillés, les titres expliqués, le nom des auteurs, etc. Avec un focus sur les chansons les plus fortes. C'est-à-dire qu'il y a un côté, il y a le roman de sa vie, et puis un côté encyclopédique aussi dans ce livre, voilà, qui côtoie cette histoire fabuleuse de... Et resitué dans l'Angleterre des 40 années de sa carrière. Et puis il y a les photos, il y a plus de 200 photos qui viennent pour les fans de David Bowie. Il y a les fans, la transmission se fait chez David Bowie, du public en fait. Vous pensez que les chansons vont se transmettre encore de génération en génération? Il est très présent.
son œuvre est toujours d'actualité, absolument. Il y a toujours tout un tas d'artistes qui reprennent son répertoire. Vous avez choisi de nous faire écouter quelques extraits, Philippe, pour qu'on parle plus précisément de David Bowie. Par exemple, ceci, vous allez nous dire pourquoi. Sur l'album Hunky Dory, Andy Warhol. Voilà, c'est extrait de son quatrième album. C'est un hommage évidemment à Andy Warhol, qui est le maître du pop art, mais aussi le producteur du Velvet Underground, dont Bowie s'est largement inspiré à ses débuts. Il est issu un petit peu de ça, du Velvet. Complètement. Et alors, lors de cette première tournée américaine, tout content de pouvoir la faire écouter à Andy Warhol, et il a dit « je déteste ». D'accord. Ouais. Il y a également sur l'album Ziggy Stardust ceci. David Bowie, pourquoi ce titre? Ça, c'est la conclusion du concept album Ziggy Stardust, donc Rock'n'Roll Suicide. Et donc c'est la rockstar androgyne qui vient d'ailleurs, donc un alien, et qui trouve la seule solution dans un suicide après avoir connu l'apogée justement du Star System. Et ce qui est très singulier, c'est que c'est un hommage indirect, et on le devine aussi aux paroles, à quelques chanteurs français, Edith Piaf notamment, mais surtout à Jacques Brel, plutôt francophone, et dont il reprend certains extraits de You're Not Alone, tu n'es pas seul, qui est une ça, c'est reprise. Jeff. Voilà, absolument. Ouais, absolument. Il y a également dans les choix que vous avez fait, Philippe, pour illustrer David Bowie, ceci. Alors le titre, et pourquoi ce titre? Le titre, c'est un clin d'œil, on comprend Jean Genet évidemment, mais en fait la chanson est un hommage à son ami depuis toujours qui est Iggy Pop. D'accord. Et alors ce qui est très curieux, c'est la musique en elle-même qui est vraiment un démarquage de la fille du Père Noël de Dutronc. Alors le mystère, on sait que c'est son guitariste Mick Ronson qui l'a trouvé en tournée. Elle est avant, elle précède dans le temps la fille du Père Noël date de 66, date de quelques années après. D'accord, oui, ok. Est-ce que Mick Ronson était allé au Golfe de Rouault et puis un jour a écouté Dutronc? C'est possible. Après, en même temps, Dutronc n'a rien inventé avec ce genre de rythmique. Non, alors c'est vrai que c'est bien avant lui. Voilà, il y a eu les Yardbirds, effectivement. Oui. C'est un rythme un peu bateau, mais c'était quand même très singulier. Oui, c'est vrai. Quand on écoute les deux morceaux, on dit c'est la même chose. C'est très incarné. Oui. Il y a toujours, de toute façon, dans l'histoire de la musique, voilà, des influences, voire des citations qui ne sont pas des plagiats pour autant, mais qui sont simplement des références. C'est normal. C'est un riff rock'n'roll absolu, oui, c'est sûr. On le retrouve dans plusieurs morceaux. Oui, absolument. Chico, tu as été confronté à ça, parce que quand on fait des tubes, on est certainement très décrié. Peut-être qu'il y a des gens qui disent ça ressemble à un truc que j'ai fait, ou il y a toujours dans l'histoire de la musique, ces problèmes de plagiat ou de choses qui ressemblent à d'autres choses. Vous avez jamais été inquiété par ça, vous? Il n'y a eu jamais ce genre de truc? Une fois, mais c'était quoi? C'était pas grave, c'était sur Joby Joba. Ouais. Mais en fait, il y a eu même un procès qu'on a gagné. Ah voilà, ouais. Pourquoi c'était des Espagnols qui étaient venus revendiquer cette chanson, et puis en fait non, elle était à nous depuis longtemps, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait nous on la chantait déjà à l'époque où on n'était pas connus et les gens venaient t'enregistrer, tu vois, c'était compliqué. Oui. Puis à l'époque c'était une façon aussi d'aller chercher un peu d'argent quand on. C'est ça. Puis on pensait pas que ça existait le plagiat, on savait même pas que le mot existait. Ouais, c'est ça. Et pour finir, ceci, un extrait de David Bowie. Pourquoi ce choix, Philippe Margottin, pour finir? Ça, cet extrait, c'est la chanson éponyme de son album qui est pour moi le plus réussi, donc c'est Station to Station. Ouais. Alors le titre, c'est d'ailleurs assez singulier, on retrouve bien la dualité de la personnalité de Bowie, parce que c'est une référence au chemin de croix du Christ, alors qu'il met en scène un personnage qui est plutôt nietzschéen. Il y a toujours ça chez Bowie.
cette dualité en fait. Absolument. Ouais. Merci Philippe Margotin d'être venu nous voir. Le livre chez Glénat s'appelle David Bowie, l'artiste, les albums, la musique, un joli cadeau de Noël justement. Merci d'être passé nous voir. Merci à Marielle Sade qui était également avec nous pour son album. Merci Marielle d'être venue jusqu'à nous. Ping Pong qui est sorti le 8 mars dernier. Et puis l'ami Chico pour non, je ne montre pas le bon. Chico sous les étoiles gitanes, c'est toujours chez Robert Laffont. Et puis il y a Chico et les Gypsies, les chants sacrés de Noël. Et je te libère puisque tu vas jouer ce soir à Lyon. Et dans 2 jours, n'oubliez pas, pour les enfants, à Nîmes, à la salle Paloma et en tournée dans toute la France, bien évidemment, dans les églises et cathédrales. Merci Chico d'être passé nous voir. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Et merci à Enzo Ramos pour la préparation de cette émission. Et Julien, bonne après-midi sur Sud Radio la semaine prochaine. Salut.